s'attaque à la partie chimie de l'examen d'entrée de médecine en Belgique de août 2021, donc le 30 août, un samedi. C'était pas cool. Alors, la première question porte sur le thème des atomes. J'ai mis les questions par ordre de thème que j'attaque dans les vidéos habituellement. Alors, le rubidium, il est ici. Le symbole, c'est RB. Il est dans le groupe numéro 1. Vous voyez qu'on vous a numéroté les colonnes en groupe dans le tableau qu'on vous fournit. Et en fait, la première colonne, c'est bien la colonne 1A des alcalins. Il faut connaître le nom des familles. Alors, on parle ensuite de l'atome de fluor sous sa forme ionique, donc F-, et on demande de comparer par rapport à l'atome neutre si le numéro atomique est plus grand, etc. Voilà, pour la première proposition, on vous propose que c'est le numéro atomique qui est plus grand dans l'ion que dans l'atome. C'est pas vrai, parce qu'en fait, entre l'atome et l'ion, ce qui change, c'est un électron, et le numéro atomique, c'est le nombre de protons, le numéro de la case, etc. Et donc, il n'est pas changé quand on fait un ion. Un plus grand nombre de masse non plus. Le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons, de ce qui pèse dans le noyau, donc les protons et les neutrons. Et je vous rappelle qu'ici, on change les électrons, donc non. On vous propose ensuite qu'il a un plus grand nombre de neutrons. Et ça, c'est la même proposition, en fait. Donc non, on ne touche pas aux neutrons, on ne touche pas aux protons. Alors, il n'y a pas de proposition sur les électrons. Par contre, on commence à vous parler du rayon atomique. On avait déjà fait ça en juillet, mais c'est une autre question. C'est la première année qu'on parle des rayons atomiques des atomes. Alors, ce qu'il faut savoir pour les rayons atomiques, c'est que c'est de plus en plus grand chaque fois que vous ajoutez une couche. Donc, plus vous avez de couches d'électrons, plus l'atome est grand. Par contre, quand vous remplissez une couche à l'horizontale dans une période, le rayon atomique a tendance à rétrécir parce que vous mettez plus d'électrons dans une couche de même niveau d'énergie et vous mettez aussi des protons dans le noyau qui attirent davantage ces électrons et donc ça se resserre un peu. Ici, on ne passe pas du fluor à l'atome suivant qui est le néon. On reste en fluor, on rajoute juste un électron. Donc dans l'ion fluor, on a ajouté un électron dans la même couche, mais on n'a pas ajouté de proton. On est resté avec le fluor numéro 9. On n'a pas rajouté du 10e proton qui aurait resserré la couche. Et donc ici, le fait d'avoir un électron en plus, c'est quand même une couche un peu plus importante. Et donc son rayon atomique est bien un peu plus grand que celui de l'atome neutre. Donc la réponse était la C. La question suivante, toujours sur le thème des atomes, en regardant l'électronégativité maintenant. Alors, on doit classer par ordre décroissant. Attention, toujours les croissants et décroissants. Ici, ils sont bien gentils, ils ont souligné décroissant. Ils vous ont en même temps aussi donné chaque fois le Z pour que vous ayez facile à les retrouver dans le tableau. C'est gentil, franchement. Donc, donner le chiffre, le numéro atomique en plus du symbole ne sert à rien puisque le symbole donne la case, donne l'atome. Donc, c'était vraiment une info. Plus pour les retrouver facilement. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'électronégativité, c'est qu'elle est de plus en plus grande quand on va en diagonale comme ça. Parce que les non-métaux qui sont par là-bas, ils ont envie d'électrons, envie de compléter leur couche. Donc, ils ont une tendance à attirer les électrons de liaison. C'est ça l'électronégativité. Les métaux, par contre, ils veulent vider leur couche, donc ils n'ont aucune envie d'attirer des électrons du coin. Donc, les valeurs, ça va de 0,7 pour le francium à 4,0 pour le fluor. Les gaz rares n'ont pas d'électronégativité et elles ne sont pas données dans votre tableau. Alors, il fallait placer tous les atomes proposés, donc le carbone, le silicium, le sodium et l'oxygène, ils sont placés comme ça dans le tableau. Et donc, si on cherche l'électronégativité croissante, on aurait été dans ce sens-là. Mais attention, on demandait la décroissante. Donc, on part du haut vers le C, le SI, le Na. Donc, on va vers la diagonale, vers le bas, en bas à gauche. Et la réponse était donc la C. Il n'y avait pas de question de nomenclature en tant que telle. Il n'y avait pas de question sur les abondances des isotopes. Une petite question sur les isotopes. Alors, il faut comprendre le symbole qu'on vous propose ici. On vous propose donc bien le Z comme pour les deux questions plus haut. Donc, il n'est pas très utile, le cuivre numéro 29 dans le tableau. Et on vous propose en haut ce qu'on appelle le nombre de masse. Le nombre de masse, c'est un chiffre rond, contrairement à, dans le tableau, la AR, qui est la masse atomique relative, qui, elle, peut avoir des virgules, parce que c'est une moyenne de masse atomique de différents isotopes. Ici, on a un nombre de masse. Un nombre de masse, c'est bien un nombre de nucléons. Tout ce qui est dans le noyau, les protons et les neutrons, c'est ça qui donne la masse à l'atome. Donc le cuivre a 63 de masse, ça veut dire que dans son noyau, il a 63 particules qui pèsent 1. Donc pour retrouver le neutron, on doit faire tout ce qui pèse moins les protons. Pour retrouver les protons, il suffit de regarder le numéro de la case, le Z, le chiffre ici en bas à gauche. Donc les protons, il y en a 29,
Et donc, c'est déjà 2 éliminations. Et les neutrons, il faut faire 63 moins 29, 34. C'était la réponse D. On passe à une question qui peut faire peur parce que c'est pas classique. C'est un peu dans les Olympiades qu'on va retrouver ça. Alors, on fait barboter du trioxyde de soufre gazeux, c'est SO3, voilà, il y a un peu de nomenclature quand même, dans une solution d'hydroxyde de sodium, NaOH. Alors, on doit inventer l'équation et additionner les coefficients. On n'a pas de proposition d'équation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le trioxyde de soufre est bien un oxyde non métallique, et les oxydes non métalliques sont des oxydes acides. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça ? Parce que quand on les hydrate, quand on rencontre de l'eau, ils vont former des acides ternaires. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des oxydes acides. Et en face de ça, on a mis du NaOH, ça c'est un hydroxyde, une base hydroxylée. Et vous imaginez bien que s'il y a un acide et une base, il y aura une réaction acide-base. Moi, je ne sais pas la faire en direct, j'ai dû d'abord faire mon acide, et puis mettre mon acide face à ma base pour avoir la réaction de neutralisation. Donc d'abord l'hydratation de l'oxyde, et puis neutralisation de la base. Il y a peut-être des équations théoriques qui disent en direct, mais moi je le fais en 2 parties. Et donc quand on neutralise un acide, on obtient un sel, MXO, et de l'eau. Voilà. Alors j'ai hydraté SO3 avec de l'eau, et j'ai additionné tous les atomes en une seule molécule, et j'obtiens le sulfate d'hydrogène ou acide sulfurique. Cet acide sulfurique est un diacide, il y a 2 H, et donc on aura besoin de 2 NaOH pour neutraliser les 2 fonctions acides de l'acide. Et donc on va former un sel qui respecte les valences du sulfate et du sodium, Na2SO4. On va former 2 molécules d'eau lors de la double neutralisation d'H2SO4. Alors après, ce qu'on nous demandait, c'était l'équation entre SO3 et NaOH, donc il faut additionner les deux. Donc si je prends SO3 avec NaOH, je vais pouvoir simplifier H2SO4 qui était mon produit et mon réactif, et je vais simplifier une molécule d'eau que j'ai eu besoin qui est après ressortie. Et donc on additionne SO3, 2 NaOH, Na2SO4 et encore une molécule d'eau qui reste. Et on additionne les coefficients stoichiométriques, on arrive à 5, et la réponse B. Alors pour tout ce qui est mélange conductivité électrolyte, on vous propose différentes équations de dissociation, et il n'y en a qu'une seule qui est bien écrite. Une dissociation, c'est quoi ? C'est une séparation d'ions positifs et négatifs. C'est toujours des composés ioniques. Alors ça va concerner des MX, métal, non-métal, sels ternaires, sels binaires, MXO, sels ternaires, des hydroxydes, et aussi des sels où l'ion positif n'est pas un métal, mais l'ion ammonium. C'est le seul groupement positif. Souvent, on l'indique pseudométal pour l'ammonium. Donc l'ionisation, c'est autre chose. Ça, par contre, c'est quand il y a des H acides. Donc l'hydrogène est un non-métal, il fait des liaisons bien covalentes. Et donc si on forme des H+, c'est la proposition qu'on nous fait là, 2 fois d'ailleurs, c'est l'eau qui est venue attaquer une liaison d'acide. Et quand on fait le chapitre des acides bases, on fait plus H2O, et on montre bien que le H+, est toujours sous forme aqueuse, H3O+, qui est de l'eau porteur d'un H+. Alors on peut écrire H+, en redox quand on parle d'acidité, on n'écrit pas H3O+, mais H+, donc c'est pas, je crois qu'on pourrait accepter ça, et on ne dirait pas que c'est incorrectement écrit dans ce cas-là. Alors, pour les acides minéraux, le H est devant, il sera possible de l'enlever. Pour les acides organiques, donc des acides carboxyliques, où c'est COOH, l'acide qu'on enlève, il est là-bas tout au bout. Et il va aussi former H+, ou H3O+, selon que vous détaillez le H+ aqueux. Voilà, alors on regarde ce qu'il nous propose. Donc il nous propose NH4 2 fois, du carbonate d'ammonium. Pour retrouver la formule, les ions présents dans ce sel, il faut retrouver les valences. Soit vous les connaissez, que le CO3 a une valence 3, que l'ammonium a une valence 1. Sinon, quand vous avez la formule, il faut décroiser les indices. Donc le petit 2, là, qui est à l'ammonium, c'est la valence du carbonate. Le petit rien du tout que le carbonate a, c'est la valence de l'ammonium. Donc avec la valence, qu'est-ce qu'on a ? On a la charge des ions. Donc NH4, il est 1 fois positif parce qu'il a une valence 1. CO3, il est 2 fois négatif parce qu'il a une valence 2. Et on met toujours les positifs devant, toujours les négatifs derrière, si vous avez hésité qui est plus, qui est moins. Alors pour le coefficient, donc le chiffre qui est devant, on va aussi utiliser l'indice, mais cette fois-ci l'indice de la molécule, de la partie de la molécule. Donc NH4 est présent 2 fois, et donc là ça se dissocie, j'ai 2 morceaux NH4. Donc celle-là était la bonne, la première était bien présentée.
Pour le Fe2SO4 3 fois, donc le sulfate de fer 3, il fallait bien faire attention que le coefficient 2, c'était la valence du sulfate, et que, pardon, pas le coefficient, l'indice, que l'indice 3 du sulfate était la valence 3 du fer. Et il fallait donc bien mettre 3 charges positives au fer. Et c'est une erreur qu'ils ont fait ici. Ils n'ont pas respecté la bonne valence qu'on voyait à l'indice du sulfate. Le suivant, c'est un sucre, C6H12 aussi. Ce n'est absolument pas un acide, c'est une molécule covalente. Elle ne va pas s'ioniser. S'il y avait une liaison covalente acide, un COH quelque part, ça marcherait. Mais le sucre, ce sont des alcools. En fait, c'est un C6 avec OH un peu partout. C'est des alcools. Et des alcools, ça ne s'ionise pas. Voilà. Après, il y a l'acide formique. Et donc là, oui, il y a un acide qui peut partir, un H qui va pouvoir former H+. Il est sur le COOH. Par contre, l'autre H ici, il est sur un carbone. Je vais l'écrire ici. Il est ici, sur le carbone. Et ça, une liaison CH, ça ne s'ionise pas. C'est les liaisons COOH qui vont s'ioniser. Donc, on peut avoir ici l'hydrogène qui est distrait et l'oxygène qui pique complètement l'électron du H qui se retrouve tout nu. Enfin, il faut qu'une molécule d'eau vienne le prendre en charge. Hein. Mais voilà. Et donc, les seuls H qui peuvent former des H+, sont ceux du COOH. Donc là, il n'y a pas d'ionisation. Et le COH, il n'y en a qu'un. Celui-là, il ne s'ionise pas. Et donc, on forme du HCOO une seule fois moins. Donc la seule qui était bonne, c'était la première. Alors, si on est suffisamment sûr de soi, on ne regarde pas les 3 autres et on gagne du temps, mais on peut aussi tout vérifier.